Je vais, d'une manière différente, proposer un exercice assez similaire, disons, à ce que vient de faire Marc. Je dis d'une autre manière, puisque c'est également, disons, une espèce d'esquisse certainement plus vague que ce qu'il a proposé, d'une méthode, de ce que je tente de réfléchir dans mes travaux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y aura beaucoup d'échos à ce qui vient d'être dit, mais dans une perspective assez différente et même contradictoire. Donc c'est bien, ça va permettre de produire le débat, puisque j'ai tenté, d'ailleurs c'était pour ça que j'ai fait cette petite intervention, c'était dans un but, je dirais, peut-être pas stratégique, mais en tout cas tactique, d'essayer d'amener la contradiction sur le plus de points possible, avec, disons, une perspective qui ne sera pas celle d'un décentrement, mais pour suivre les conseils donnés par Saidiya Hartman, tentative de séjourner le plus longtemps possible dans la cale du navire négrier. Et de ne pas avoir la tentation d'en sortir trop vite pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Je commence par une sorte d'état des lieux de contexte, de, disons, la manière dont on tente de penser philosophiquement la condition coloniale et la question raciale en France. Et il me semble, c'est le constat que je fais, et évidemment je m'y inclus, que sur beaucoup de points, nous n'avons pas vraiment les problématiques théoriques qui permettent de comprendre les formes de violence sociale et politique propres au monde dans lequel nous vivons. Et donc, je vais commencer en énumérant ce qui me semble être un certain nombre d'obstacles épistémologiques, là aussi, qui nous empêchent de penser, qui nous empêchent d'atteindre l'émergence, disons, d'un discours philosophique qui soit à la fois offensif et informé sur la question de la race, du point de vue de l'Europe occidentale et de l'espace de langue française notamment. Il s'agit donc d'essayer de questionner la colonialité de notre propre recherche, de notre propre rapport à la philosophie. 3 obstacles que je vais énumérer avec des petits arguments pour dire pourquoi ça ensemble, alors que certainement que pour beaucoup ça n'en semblera pas. Premier obstacle, l'anti-essentialisme, selon moi, qui est, disons, d'une certaine manière, le discours dans lequel nous sommes lorsque nous tentons de réfléchir philosophiquement sur l'antiracisme. Disons que nous baignons dans l'anti-essentialisme comme les cornichons dans leur vinaigre. Car très fréquemment, on confond, disons, le discours antiraciste, me semble-t-il, avec un discours qui affirme tout simplement que les races n'existent pas, que les identités sont fluides, qu'il suffirait de remettre en cause le caractère essentiel des races pour combattre les héritages du colonialisme et de l'esclavage. Donc, en somme, un discours qui se contente paresseusement d'affirmer le caractère historiquement et socialement construit de la race. Il me semble, au contraire, que la condition d'une pensée antiraciste serait davantage de s'affirmer comme essentiellement noir, au sens où cela signifie se laisser hanter par un certain nombre de spectres. Le spectre de Toussaint Louverture, par exemple, du Hougan-Boukman, de Nat Turner, de Fanon, de Malcolm, des Panthères, et tellement d'autres. C'est donc de ces ancêtres, de cette continuité historique, d'une conscience, de la conscience qui nous a précédés, des consciences qui nous ont précédés, de ces consciences noires, que nous pourrions avoir besoin pour entrer dans une entreprise décoloniale, ou l'entreprise qui a donné le nom, d'ailleurs, je n'ai pas donné le titre de la communication, qui était afro-décoloniale. C'est ça, la tentative de fabriquer ça. Je pense que c'est de cela qu'on a besoin, et non pas d'un nihilisme anti-essentialiste qui
entreprend d'attaquer celles et ceux qui entendent incarner, incorporer et vivre ce passé. Et sous-entendu, puisque c'est ça, disons, l'atmosphère théorique dans laquelle nous sommes et qui rend possible ce discours, ça signifie également qu'il faut quelque peu lever le pied sur la Sainte Trinité Foucault-Deleuze-Derrida, qui également constitue l'air que l'université philosophique française respire, et au-delà largement de nos frontières. Deuxième point, qui, dans la continuité de celui-là, une certaine fétichisation des auteurs européens à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous travaillons sur les questions raciales en philosophie. Nous ne sommes souvent pas assez critiques par rapport aux auteurs philosophiques canoniques blancs. Et il me semble que le crédit que nous accordons à des auteurs comme Colette Guillaumin, comme Michel Foucault, comme Hannah Arendt nous trompe. Pour 3 raisons. Premièrement, souvent, ces auteurs proposent en réalité des versions affadies, ramollies de ce que les auteurs noirs ont dit avant eux. Deuxième raison, il y a très souvent dans ces textes l'affirmation sous-jacente de la centralité de certains types de violences raciales, et notamment la question de la violence génocidaire, qui est extrêmement centrale. Affirmation de cette centralité qui empêche de conceptualiser adéquatement l'esclavage et la colonisation, et qui nous mettent de ce fait sur des fausses pistes, très souvent. Puisque, à partir du moment où le crime de génocide est conçu comme le crime des crimes, il n'y a que 2 choix. Soit on est obligé, pour parler de colonialisme, de comprendre toute l'entreprise coloniale exclusivement comme une entreprise de génocide qui empêche d'en comprendre les détails, soit on est obligé de considérer ces phénomènes historiques comme des phénomènes subalternes. Et ce sont très souvent, et bien plus souvent la seconde position, les choix qui sont entrepris. Et enfin, troisième point, dans un contexte académique où les philosophies du Sud global et les philosophies de la diaspora africaine sont des objets de recherche qui sont extrêmement marginaux, c'est notre cas, prétendre à l'élaboration d'une philosophie critique de la race et du racisme sans se référer explicitement aux concepts, aux méthodes et aux théories élaborées par les damnés de la Terre eux-mêmes qui ont été confrontés à ces phénomènes, au phénomène de la violence raciale, eh bien, cela ne peut pas être assimilé sans cet apport des damnés de la Terre. Ça ne peut pas être assimilé à une critique véritable des pratiques, des institutions et des épistémologies racistes. Il manque alors quelque chose. Troisième point, qui me semble surtout caractéristique de la situation française, troisième obstacle, ce que j'appellerais l'intersectionnalisme. Puisque nous sommes en France dans une situation spécifique qui est différente de la situation états-unienne, qui est différente de la situation de la Grande-Bretagne, puisque après, disons, le moment anti-impérialiste des années 60 ou 70, les paroles noires et anticoloniales ont été effacées de l'histoire. Les Fanon, les Nkrumah, les Lumumba, les Guevara ont tous été rangés au placard après cette période-là. La question de la pensée noire n'a été réintroduite que récemment, disons à peu près depuis 10 ans, mais très rapidement, elle l'a été par le biais des études féministes, essentiellement. Et cette configuration a eu beaucoup d'effets évidemment intéressants et nécessaires, mais elle a eu aussi, et ça on ose trop rarement le dire, des effets pervers. Effets pervers au premier lieu desquels, disons, une injonction à penser selon le fameux schéma race, genre, classe, mais très souvent
selon un modèle où la question raciale est désactivée par les deux autres, car elle est évidemment la moins présentable. C'est la question la plus sale, là où la question du genre et la question de la classe jouissent, quoi qu'on en dise, dans notre pays d'une certaine noblesse. La question raciale demeure une question marquée du sceau de l'infamie. C'est donc, disons, une version typiquement française d'une logique que j'appelle la logique du cumulativisme des oppressions, dont on pourrait dire le bréviaire comme suit: la situation des femmes noires est la même que celle des hommes noirs, mais en pire, puisque au racisme, qui toucherait identiquement tous les noirs, indépendamment de leur genre, ce qui me semble évidemment absolument faux, s'ajouterait le sexisme. En conséquence, le masculin et le féminin sont conçus comme, dans ce schéma-là, comme des espèces d'exposants, respectivement positifs ou négatifs, qui viennent être ajoutés à une expérience noire générique. Et il me semble que cet intersectionnalisme, ce cumulativisme des oppressions, empêche de penser la spécificité de ce que serait le genre de l'homme noir ou arabe, auquel, comme l'a bien vu Fanon, ne sont attachées aucune des qualités génériques de la masculinité hégémonique, mais au contraire, toute une série de caractéristiques monstrueuses qui en légitiment le meurtre et la criminalisation. Il me semble, au contraire, que chaque positionnalité, comme on dit, doit être pensée comme une ontologie unique et particulière, où se noue un rapport unique et particulier à la production, à la reproduction, à la violence de l'État, à l'économie libidinale, etc. Il n'y a pas de cumulativisme. La question de la violence sociale n'est pas semblable à un plat de lasagne auquel on pourrait ajouter sans cesse des étages supérieurs. Je pense que le groupe de chercheurs hispaniques dont Marc a donné quelques éléments, c'est-à-dire le groupe modernité, colonialité, décolonialité, est intéressant dans ce contexte, dans le contexte qui est le nôtre. L'apport théorique qu'il fournit est très intéressant parce qu'il propose un nouveau cadre où les questions ne peuvent plus se poser de la même manière. Groupe de chercheurs latino-américains à partir des années 90 qui se caractérise essentiellement par un effort théorique vers la remise en cause de la question de la modernité. Or, les différents obstacles que j'ai décrits s'enracinent tous mêmement dans, disons, une épistémologie moderne. Je cite Walter Mignolo. La grammaire de la décolonialité commence au moment où les acteurs sociaux, qui ont été dépouillés de leur humanité, de leur langue, de leur subjectivité, et qui ont été racialisés, prennent conscience des effets de la colonialité de l'être et du savoir. Fin de citation. Ça consiste à se rendre compte que la modernité est consubstantielle de phénomènes historiques tels que la conquête génocidaire des Amériques et la traite transatlantique, que ces phénomènes ont produit ce que Achille Mbembe appelle un repeuplement de la planète inédit. C'est-à-dire pas seulement un changement des équilibres des richesses, mais des bouleversements démographiques absolument immenses dont les effets se font toujours sentir. Il y a des millions de personnes déplacées d'un côté à l'autre de l'Atlantique dans la cale des navires négriers et dont l'installation a été conditionnée par l'extermination de tout un ensemble d'autres peuples. Il importe, me semble-t-il, de ne pas oublier cette a priori historique absolument fondamentale. Et cela n'a été rendu possible que du fait que la vaste majorité du genre humain a été du même coup définie comme des marchandises ou ce qui signifie en réalité exactement la même chose, définis comme des déchets.
C'est l'invention d'un nouveau type de rapport à l'altérité qui s'est inventé avec la modernité et qui a été décrit par Enrique Dussel, dont Marc vient de présenter avec beaucoup de finesse la pensée. Dussel qui écrivait à propos de la conquête la phrase suivante. La première relation fut donc violente, une relation militaire de conquistador à conquis, d'une technologie militaire développée à une technologie militaire sous-développée. La première expérience moderne fut celle de la supériorité quasi divine du moi européen sur l'autre primitif. Fin de citation. Raison, sécularisation, progrès ne sont que l'une des faces de la modernité. L'autre face est celle de la déshumanisation. Et cette ambivalence est particulièrement visible dans une catégorie qui est, disons, la catégorie chérie des progressistes de tous les mondes, qui est la catégorie d'émancipation, qui contient in nuce le présupposé du passage de l'état de minorité à l'état de majorité. Un évolutionnisme, en d'autres termes. Un évolutionnisme historique où certains seraient arriérés, tandis que les autres seraient parvenus à maturité. En somme, tous les arguments légitimant une entreprise de mission civilisatrice sont contenus dans l'idée d'émancipation. Et c'est pourquoi d'ailleurs que Dussel lui oppose la notion de libération. Il est quelqu'un l'a volé. Oui. Ah. Merci. Oh, mais celui-ci me fait une voix beaucoup plus aiguë que l'autre. C'est très dommage parce que ça donnait quand même une espèce de profondeur, une espèce d'atmosphère comme ça, des contes de la crypte que j'aimais beaucoup. Mais bon, je vais devoir y suppléer moi-même. Non, rassurez-vous. C'est pour l'enregistrement, pour que ce monsieur, si je ne parle pas dans le micro, le son sera de trop mauvaise qualité. Non. Passage donc de la question de l'émancipation à la question de la libération. Et donc, il est important pour le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité de sortir des réflexes de la théorie critique blanche du racisme. Et donc des obstacles épistémologiques divers qui participent d'une foi en la modernité. Mais, et là j'arrive au dernier moment de mon petit discours, comme l'a exprimé à sa façon mon maître et ami Lewis Gordon, la démarche décoloniale ne peut pas être complète si elle n'accorde pas une place centrale à la question de la condition noire. Car l'un des effets les plus frappants de la modernité a été de faire des mots nègres et esclaves de parfaits synonymes. Et à partir du XVIIe siècle, le seul critère nécessaire pour avoir le droit dans les Amériques de posséder un esclave était de ne pas être noir. Et dès lors, comme l'écrit Frank Wilderson, naît un consensus global quant au fait que l'Afrique est peuplée d'êtres sensibles qui sont en dehors de la communauté mondiale et qui sont socialement morts. Citons quelques événements
qui marque cette condition de mort sociale, ontologique et fondamentale de l'être noir qui participe des débuts de la modernité. Les génocides, car ils existent, Namibie 1904, l'exploitation, la surexploitation, les viols de masse, etc. Il se trouve que les Noirs ont été des objets privilégiés de toutes les formes de violence sociale et politique de la modernité. Disons que de toutes les inventions de technologie, de techniques de la violence, il me semble que extrêmement peu, par peut-être la bombe nucléaire, aucune de ces techniques de violence n'a épargné les Noirs. Elles ont toujours été soit inventées contre eux, soit testées contre eux, soit mises en œuvre contre eux. Ils sont un petit peu, disons, la pierre de Rosette de la violence politique, le traducteur universel de la violence politique. Penser la condition noire, lire les philosophes noirs me semble en conséquence la meilleure, peut-être pas la seule, mais la meilleure façon de comprendre cette question centrale du racisme moderne qui est la question de la violence. La loi qui, dans les Amériques britanniques, comme au Brésil, régissait l'esclavage, se disait « partus sequitur ventrem », ce qui signifie que la progéniture suit l'utérus. C'est-à-dire que naître d'une femme esclave signifie naître esclave. Comme le dit Christina Sharp, de ce fait, naître devient en soi-même un passage du milieu. Le simple fait de sortir de l'utérus devient un passage du milieu, c'est-à-dire une traversée dans la cale du navire négrier. Et venir au monde, c'est déjà venir au monde dépossédé de soi-même. À partir de ce moment-là, où cette ontologie prévaut, l'Afrique devient un territoire peuplé exclusivement d'esclaves qu'il est possible de prélever. Être esclave, ce n'est pas être capturé. Être esclave, c'est être nègre. Décolonisé congolais, Patrice Lumumba dit dans son discours du 30 juin 1960 que, exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Et Boussi Boulaga l'a dit à sa façon aussi. Le colonialisme a été rendu possible parce que les Africains avaient déjà été pensés depuis la traite comme illégitimes partout. L'esclave noir, le colonisé nègre, est celui qui n'a de titre à être nulle part. Or, je vois que partout, la pensée décoloniale recule face à cette question abyssale, qui est la question que j'appellerais question de l'exil ontologique, pour privilégier des récits qui existent, qui ont leur importance, je n'en doute pas, mais pour privilégier des récits du réenracinement. Le plus grotesque de tous étant, à mon sens, pardonnez-moi pour ces amateurs, je l'ai été moi-même, le plus grotesque de tous étant celui du devenir indien d'Eduardo Viveros de Castro. Et parlons d'Escobar, puisqu'il en a été question, qui se félicite de la politique de l'appartenance territoriale des communautés afrodescendantes desquelles il s'occupe. Il me semble qu'il y a quelque chose de rassurant pour un certain nombre d'auteurs, de rassurant à aborder les Noirs comme des Amérindiens bis ou des Amérindiens de substitution, des succédanés d'Amérindiens qui sont capables de s'enraciner ou de se réenraciner n'importe où. Mais on ne voit pas que se trouvent alors effacées les formes politiques les plus typiques de l'histoire des diasporas africaines.
qui ne sont pas formulables sous la forme des demandes démocratiques. Nat Turner, ce n'est pas du réenracinement. Il me semble que le devenir indien, dont nous parlons, est une modalité peut-être la plus douce, peut-être la plus agréable, celle qui rend la vie vivable, disons, mais la modalité la plus douce, malgré tout, d'une annihilation de la négritude. Et en tout cas, un refus de penser la positivité de l'inhabitabilité elle-même. Quand je disais que je voulais séjourner un petit peu dans la cale du navire négrier, ça signifiait penser la positivité de l'inhabitable. La penser pour elle-même, et pas comme un état transitoire dans lequel les Noirs auraient été jetés, qui ferait d'eux des anomalies éternelles. Et donc la première question qui devrait être posée devrait peut-être porter sur l'irréductible bizarrerie pour des descendants d'esclaves transbordés à revendiquer l'usage d'un territoire qui n'est pas le leur auprès d'un État colonial tenu par des Blancs ou par des Métis. C'est-à-dire, en réalité, en dernière instance, l'impossibilité de toute légitimité. En quoi consiste l'exil ontologique? Et ça, toute entreprise de réenracinement n'y changera rien. Le noir sera toujours un être illégitime. Se focaliser, comme le fait une certaine pensée décoloniale sur les politiques de l'habité, empêche de voir que l'aspect le plus radical des ontologies noires a été de formuler des politiques de l'inhabitable, dont la plus caractéristique est certainement l'émeute. Comme l'a dit Malcolm X, il ne s'agit pas de la destruction par les habitants de leurs propres conditions de vie, mais la destruction des formes les plus manifestes de leur dépossession. Et contrairement à une légende bien entretenue, elles ont eu un impact politique quand elles sont d'une certaine ampleur. C'était le cas, par exemple, dans les années 60 aux États-Unis. Et nous sommes ici, n'en doutez pas, cet événement existe, j'en suis persuadé, du fait des émeutes urbaines de 2005 en France, qui ont causé une certaine révolution culturelle pour les Arabes et les Noirs de ce pays, et qui ont commencé à percevoir de ce fait-là que la vie quotidienne produite par le racisme d'État rendait leur existence inhabitable. Je dirais donc, pour conclure, que l'effort d'une pensée afro-décoloniale serait peut-être de mener, non pas comme jadis, on le disait, la lutte des classes dans la théorie, mais bien l'émeute dans la théorie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Norman. Oui, on va utiliser ce micro-là, puisque c'est... Voilà. Bonjour, merci. J'aurais quelques questions, quelques remarques, surtout sur le début de l'intervention. Et les 3 premiers points que vous avez développés finalement. Déjà, sur l'anti-essentialisme, je trouve que c'est quand même développer une pensée assez binaire. Et à mon sens, c'est pas parce qu'on envisage, qu'on imagine, qu'on utopise une société post-raciale qu'on nie l'existence d'un imaginaire social qui structure aujourd'hui, c'est évident, encore nos sociétés. Mais c'est aussi nécessaire, je pense, de penser cette construction des races et la manière justement de les déconstruire. Enfin, pour moi, c'est quand même important. Et idem, c'est pas parce qu'on se sent partie prenante d'une conscience noire de cette historique-là qu'on n'a pas aussi conscience que cette race est fabriquée et qu'on peut revendiquer... c'est possible de revendiquer une appartenance, notamment dans une approche militante, puisque c'est important aussi, cette façon de se rassembler pour lutter dans une communauté,
mais avoir conscience que cette appartenance-là n'est pas naturelle, et qu'elle peut être dépassée, qu'elle peut être subvertie. Voilà, j'ai l'impression que là, on était en train d'opposer des choses qui ne sont pas forcément opposables. C'est une première problématique. Sur le deuxième point que vous avez développé, sur le trop de crédit aux philosophes européens, bon, ça peut-être. Moi, je pense que ça aurait été peut-être nécessaire de justifier, donner des sources, enfin quelque chose d'un peu plus probant, mais à la rigueur. Mais là aussi, je ne pense pas, ou alors peut-être qu'il faudrait m'éclairer là-dessus, mais je ne pense pas que reconnaître la barbarie absolue de ce qu'est un génocide, ce qui est aussi nécessaire à faire, je ne pense pas que cette reconnaissance-là du génocide, ça contraigne à considérer le colonialisme ou comme un génocide ou comme un phénomène subalterne qui serait forcément inférieur au génocide. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, on n'est pas obligé de hiérarchiser les barbaries. Je ne vois pas quelle pensée fait ça, en fait, mais peut-être que j'aurais besoin d'être éclairée. Et je pense que ça n'empêche pas de comprendre le colonialisme dans sa spécificité. Et peut-être un troisième point, et après je vous laisse tranquille, mais sur les études féministes, que vous avez dit un mot là-dessus. Mais voilà, déjà sur un premier point, ces études ont quand même eu énormément de mal à émerger, à gagner en légitimité. J'aimerais le rappeler, parce que là on dirait que maintenant c'est un acquis, et que c'est toujours pas gagné. Enfin, à Paris, récemment, des subventions ont été coupées parce qu'un laboratoire s'occupait de ces questions-là. Bon, bref. Mais c'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup dans certains milieux et que depuis peu, on a l'impression que ce domaine d'études, et donc cette lutte est acquise et légitime. Bon, bref, d'ailleurs, le débat n'est même pas là. Je pense que cette question n'a pas besoin d'être pensée. Entre la première émergence, est-ce que c'est les Black Studies ou les Post-Colonial Studies qui ont émergé avant les études de genre? Enfin bon, là n'est pas la question, c'est pas si important. Mais en tout cas, lorsque vous dites que l'intersectionnalité empêche de penser la spécificité de la réalité coloniale et postcoloniale, bah vraiment, je pense au contraire. Après, le débat est engagé, mais il faut aussi savoir saisir la réalité dans sa complexité. Je comprends bien pourquoi, à votre avis, il faut séparer les choses. Mais moi, je pense au contraire, il faudrait les réunir, et c'est pas quand même la même chose, enfin ça c'est une évidence ce que je dis, mais d'être un citoyen, d'être une femme noire, d'être une femme noire lesbienne, et on ne peut pas saisir cette réalité en la divisant toujours, ou en établissant des focus un peu artificiels. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Bon. Alors, sur l'anti-essentialisme. Disons que comment dire, je pense que l'idée selon laquelle il faudrait concevoir la race comme quelque chose, comme vous dites, de construit, n'apporte fondamentalement rien. Tout au monde est historiquement construit, à part les entités mathématiques et peut-être Dieu. Tout. En conséquence, disons, le discours spécifique qu'on accorde à la question raciale, bon, c'est pas vraiment vrai, il faut mettre ça entre guillemets, me semble représenter en réalité un piège. C'est-à-dire que les précautions oratoires qu'on met à chaque fois qu'on parle de race, le fait par exemple à l'écrit de mettre le mot race entre guillemets, j'ai l'impression que ceux qui le pratiquent souvent croient que ça signifie à quel point ils ne sont pas dupes de cela, à quel point ils ne sont pas dupes de la race. Non, je sais bien que ça n'existe pas, je sais bien que c'est faux. Mais en réalité, ce que ces précautions signifient, c'est que les intellectuels français ne sont pas du tout à l'aise avec l'utilisation de ces catégories. C'est-à-dire qu'elles sont encore comme nimbées d'une espèce d'aura, de puissance maléfique, qui fait qu'on ne peut pas parler de race. Il faut, si on en parle, il faut se hâter de préciser que, évidemment, j'y crois pas, évidemment, c'est faux, évidemment, c'est pas vraiment vrai. Mais enfin, pourquoi ? Parce qu'il y a, à mon avis, dans cette attitude-là, l'idée sous-jacente qu'on ne peut pas penser simultanément l'égalité et la différence. Il faut donc se hâter de montrer que la différence, en l'espèce sous la forme éventuelle de la question raciale, est une fausse différence. Et pas une différence solide.
est une différence révocable, historiquement révocable, bien sûr. Ce n'est pas pour de vrai. Et sous-jacent encore l'autre idée que, eh bien, si les races existaient, parce qu'il faut que les races n'existent pas, parce que si les races existaient, d'une certaine manière, on devrait se sentir légitime à être raciste. Et moi, ce que je dis, c'est que même si les races existaient, même si les races existent, on n'est pas légitime à être raciste. Ce n'est pas une question objective. Ce n'est pas une question de savoir si elles existent naturellement ou non. C'est une question éthique. C'est une question des différences entre les individus. Est-ce que si demain les races existaient, parce qu'il y en a qui travaillent sur la question en sciences dures, est-ce que si les races existaient demain, vous auriez le droit de devenir raciste? Vous pensez ça? Beaucoup de gens, j'ai l'impression, pensent ça. Ceux qui s'acharnent à dire « Ah, les races n'existent pas », c'est très important de dire que les races n'existent pas. Bon, demain, un biologiste revient avec la question raciale, il a prouvé, je ne sais pas quoi, dans le génome, que les races existent. Ah, c'est la fête. Les mêmes types qui, hier, vous disaient « Les races n'existent pas », demain vont vous dire « Ah, ben, chouette, les races existent. Rentre chez toi, espèce de négro, t'es un débile, retourne faire de la course de fond ou du sprint comme Carl Lewis. » Voilà pourquoi je ne peux pas supporter ce discours anti-essentialiste, parce que je vois tout ce qu'il y a derrière, si vous voulez. Je vois toute cette espèce de mauvaise foi, qui ne cesse de mettre des espèces de conditions épistémologiques, théoriques à l'antiracisme. Antiraciste tant que les races n'existent pas. Si elles existent, on peut le devenir. Antiraciste tant que vous n'existez pas politiquement. Sinon, attention, vous vous essentialisez, c'est terrible, etc. En gros, on peut être antiraciste tant que l'altérité n'existe pas, ou au moins existe temporairement. C'est le coup de Sartre dans l'Orphée noir. Tant que les nègres ont une date de péremption, on peut être antiraciste. Sur la fétichisation des auteurs européens, je peux vous donner des exemples. Foucault, par exemple, dans son fameux texte sur... comment ça s'appelle encore ? C'est le titre de son cours, entre guillemets, qui s'intitule « Il faut défendre la société ». Dans « Il faut défendre la société », Foucault nous fait toute une réflexion sur la question de la colonisation qui est totalement indexée à un thème qui sort. D'ailleurs, il ne décrit pas très bien, on ne sait pas trop d'où ça vient ou d'où ça part. Il parle du génocide colonisateur. Sachant qu'il parle du 19e siècle. On se demande vraiment de quoi il parle, de ce qu'est ce fameux génocide colonisateur. Il ne nous en donne pas beaucoup d'éléments. Mais ce qu'on croit comprendre, et on comprend d'autant mieux quand à la fin du cours il parle de la destruction de la planète par la guerre nucléaire, etc., que les choses ne deviennent intéressantes, et la question raciale notamment n'existe que, parce qu'il en donne des détails aussi, la question raciale n'existe que dans ce qu'on pourrait appeler une téléologie génocidaire. C'est-à-dire qu'il y a racisme à partir du moment où tout vise à la destruction d'une race. Eh bien, on voit que cette définition du racisme ne permet pas de penser, par exemple, la question coloniale. La question coloniale du moment esclavagiste. Parce qu'il ne s'agit pas d'une destruction physique. La destruction physique peut venir après, disons, par surcroît, mais il ne s'agit pas d'une forme de destruction. Ça, Vergès l'a assez bien dit dans son bouquin sur la mémoire enchaînée. Il ne s'agit pas d'une destruction du corps du premier point de vue. Ça peut être considéré comme un crime contre l'humanité, mais ça ne répond pas à la définition première du génocide. Ça, me semble-t-il, c'est une erreur. Enfin, sur la question de l'intersectionnalité, sur ce que c'est, censé nous permettre de penser, je suis tout à fait d'accord. Ça nous permet de penser à peu près tout, disons, sauf la condition décolonisée de genre dit masculin. On peut tout penser sauf ça. À rigoureusement parler, l'homme noir n'est pas un homme. Le genre, plus exactement, le genre de l'homme noir n'est pas le genre de l'homme blanc. C'est pas le même genre. Si on entend le genre sous, disons, l'acception qui est celle, par exemple, constructiviste de la théorie queer,
c'est-à-dire que c'est une espèce d'agrégat de valeurs et de normes, eh bien les normes et les valeurs qui régissent la masculinité blanche et les normes et les valeurs qui régissent la masculinité nègre ne sont pas les mêmes. L'homme noir n'est pas considéré comme un être protecteur. L'homme noir n'est pas considéré comme un être fiable. L'homme noir n'est pas considéré comme un être intelligent. L'homme noir n'est pas considéré comme un être de talent. L'homme noir n'est pas considéré comme un être honnête, qui sont toutes, disons, les caractéristiques accolées à l'homme blanc. L'homme noir est considéré comme un être fondamentalement violeur, fondamentalement stupide, à la force immense, un abruti, une bête de somme. Voilà les valeurs qui sont accolées à la masculinité noire. C'est pas la même, c'est pas le même genre, c'est un autre genre. Un genre qui a été construit, comme le dit bien Fanon, avec cette image en ligne de mire que l'homme noir est un pénis. L'homme blanc n'est pas un pénis. L'homme blanc est Hercule. L'homme blanc est Einstein. Maintenant, il est Weinstein. Mais pendant longtemps, il a été Einstein plus que Weinstein. Hein? Dernière question. Je suis désolé parce que Snake est venu. Ah ok, d'accord, parce que j'ai vu repartir, moi je suis resté. Dernière question. Non, merci Norman pour ta présentation. Il y a quand même peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas bien saisies. Deux choses. La première, et je parle dans les deux cas à partir des communautés afro-colombiennes du Pacifique colombien. Je n'ai pas été là-bas directement, mais j'ai parlé avec quelques membres de ces communautés. Et je connais un peu l'œuvre d'Arturo Escobar qui a travaillé beaucoup avec ces communautés. Et dans ce que il y a les problèmes ne se posent pas dans l'idée de nous afrodescendants, on est vus comme des communautés qui remplacent les Amérindiens. Il n'y a pas cette division ou ce clivage entre des communautés ou des races qui serait reproduire l'idéologie coloniale. Non, laisse-moi terminer juste parce que tu dis que cette notion d'américanité est problématique pour toi parce que et je pense que du point de vue des communautés afro-colombiennes, je parle, il y a pas, les problèmes ne se posent pas comme ça. Les problèmes dans lesquels les gens sont en train de penser, c'est comment on crée des liens à partir d'une lutte. C'est ça. La lutte, c'est la lutte pour les territoires, c'est-à-dire pour des modes de vie. C'est pas juste, c'est des modes de vie relationnels. Et ça, c'est le deuxième point. Et récemment, justement, il y a eu un très bel colloque qui s'est mis ensemble par Claxo, qui est une plateforme de sciences sociales en Amérique latine. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des femmes de différentes communautés afro et amérindiennes de toute l'Amérique latine qui parlaient sur la manière de comment on peut apprendre des luttes et de ces stratégies de lutte de chacune des endroits, parce que c'est la lutte qui produit cette sens de communauté. Et donc, la question ne se pose pas en termes de à qui appartient ces territoires. Cette idée des propriétés qui est derrière ton discours me semble qui est problématique parce qu'il y a une notion de propriété qui n'est pas en jeu dans les luttes ou en tout cas dans la manière dont les mouvements sont en train de poser les problèmes. C'est pas quelque chose c'est pas les problèmes pour eux, quoi. Et doucement, tu as cité Eboussi, mais je suis un peu... Tu as connu mieux Eboussi que moi, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et dans sa description de la tradition, des traditions critiques, il y a trois moments dans la tradition. Le premier moment dans la tradition, en partant de cette tragédie, cette catastrophe qui a été la mise en esclavage, c'est la nécessité. Donc, on construit une tradition parce qu'il y a une nécessité. Donc, c'est quelque chose qui est forcé. C'est le premier moment, il dit.
l'Afrique n'existait pas avant le colonialisme. Il y avait des traditions différentes, des communautés différentes. Puis, avec le colonialisme, l'africanité est imposée comme quelque chose. Donc, il dit il y a comme quelque chose qui est forcé, c'est que Marc reprend des glissants aussi, la poétique forcée, et qui amène à produire une force créative. Et c'est l'idée de Fanon aussi. Qu'est-ce que l'être humain? C'est la capacité d'activer son imagination, mais toujours d'une manière ancrée. Donc il y a ces premiers moments, activation, agir en commun, c'est les premiers sens des communautés, c'est la première idée qui rassemble. Donc dans cette négativité, il y a quelque chose qui se pose de positif. Et là, Ebou Siboulaga dit il faut faire attention de tomber dans l'ontologisation des caractéristiques qui sont historiques, parce qu'on enlève le temps, et le temps comme élément propre de l'être humain. Donc, quand tu dis que tu es contre la pensée anti-essentialiste et que tu es pour un essentialisme, il me semble que tu tombes dans les pièges du binarisme colonial, c'est-à-dire comme Rita Segato dit, il faut sortir de la logique des ou bien et d'une logique de la pureté qui est propre d'une métaphysique occidentale aussi, et trouver une alternative, une issue. Et l'issue, je pense, c'est Eboussi. Là, il reprend des idées de la philosophie Muntu, cette idée de relationnalité, et Rita Segato des projets historiques. Elle préfère ça à ontologie politique, etc. Projet historique pour faire enfance à l'idée qu'il y a un mouvement. Donc je veux juste citer une partie de Boussi pour... je ne pense pas qu'il serait pour une affirmation de l'essentialisme comme stratégie politique. Il dit « La tradition telle qu'elle doit fonctionner, la tradition critique, implique un impératif de réalisation dans l'avenir sous forme de communauté de destin. Non, pardon, ce n'est pas ça que je voulais lire. Je voulais lire ça. L'individu que je suis est un segment empirique du monde, une forme momentanée de relations, un nœud provisoire des attributs et des rôles dans un contexte déterminé, un lieu. C'est ça un lieu, c'est ça un territoire. Et donc, pour les Amérindiens, comme pour les Afro-Colombiens, et Rita connaît plus que moi, le problème, ce n'est pas de moi, noir, toi, indien, mais comment on crée des liens contre les forces meurtrisseurs de l'extractivisme, du capitalisme, des banques. Point, ça, c'est tout. Oui, je parle aussi, juste un instant, parce que là, on a un Messie. Moi, en tout cas, c'est pas mon nom. Hein, vous, quand tu dis noir, déjà, tu nous imposes ta problématique, ton angle d'attaque typique antiraciste. C'est pas parce qu'on peut très bien critiquer, développer un discours qui déconstruit le racisme sans en faire le premier objet. Ce que font les Afro-Colombiens, ce que font les Afro-Brésiliens, c'est ça. Et ils ne partent pas d'antinomie, de délire verbal. Et puis déjà, il faut connaître l'histoire des Amériques. Le marronnage, il commence avec les Amérindiens. Hein. Quand on lit les textes, les premiers marrons, les premiers mis en esclavage, c'est les Amérindiens. Et si les Haïtiens, si les ceux de Saint-Domingue, les Jacobins noirs, appellent leur île Haïti, c'est justement en hommage aux Amérindiens. Alors, il faut arrêter de cette espèce de, je ne sais pas comment dire, de narcissisme inversé. Qui a la plus grosse souffrance? Mais les Amérindiens, ils n'ont rien vécu? Ça veut dire quoi? Moi, je suis un bâtard, et j'assume, c'est pas mon... comme dirait Waro, hein, c'est la bâtardcité. Si toi, tu as un problème avec ça, mais va voir un thérapeute. Moi, ma mère est blanche et mon père est noir. Donc, toi, ton binarisme, comment on fait pour s'allier? Comment on fait pour lutter quand tu es en Guyane? Qu'est-ce que tu connais à la Guyane? Qu'est-ce que tu connais au Brésil? Quel terrain t'as fait? Mais en tout cas, tu ne parles pas en notre nom, là. Ton Messie noir, colonisé par les États-Unis, tu vas le faire ailleurs. Yo quiero agregar esto. Son 500 años de lucha conjunta. ¿Cómo vas a borrar? ¿Puedes traducir? ¿Cómo vas a effacer los 500 años de mezcla de sangres y lucha conjunta? Ce sont 500 ans de lutte ensemble. Comment tu vas effacer ces 500 ans d'histoire, de lutte commune? Bon, c'est intéressant de voir que le seul fait
de proposer une autre perspective semble déclenche des bouffées de rage extrêmement intenses. Non, moi aussi, je suis un bâtard, si vous voulez. Moi aussi, ma mère est blanche, blablabla. D'ailleurs, j'aime pas les messies, si vous voulez, je préfère l'appellation de prophète, puisque le prophète, c'est celui qui ne parle pas en son nom. Je ne prétends pas effacer quoi que ce soit. J'ai dit que je reconnaissais la légitimité de toutes ces luttes. J'ai parlé du génocide des Amérindiens. Ce que je remets en cause, c'est l'opportunité avec laquelle une certaine anthropologie s'en est saisie. Mais aussi l'avantage, quand on est un messie ou un prophète, c'est que les gens peuvent écouter, soit vous insulter, soit venir avec vous. Moi, je n'ai pas dit que ces gens-là étaient des crétins, qu'il ne fallait pas les suivre. Les seules personnes que j'ai critiquées véritablement, c'était un certain nombre de philosophes qui travaillent en France et dans la situation française. C'est tout. J'ai donné mes arguments. On me dit qu'il y a d'autres choses qui existent, mais j'espère bien. Mais ce que je dis là, cette situation d'exil ontologique, cette situation d'inhabitation, si vous voulez, ça existe aussi. Ça existe aussi. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que, comment dire, la perspective qui n'existe pas, c'est celle-là. C'est-à-dire celle de la déréliction, vraiment. Cette situation-là, la situation dans laquelle on est, par exemple, dont sont par exemple les afrodescendants, oui, en Amérique du Nord, par exemple, bon, moi je viens de là. Ça semble être quelque chose de particulièrement abject. Mais cette situation existe aussi, je veux dire. La situation de la confrontation à l'illégitimité dans les quartiers, à la violence policière, ça existe aussi. C'est une autre situation, c'est une situation de territoire inhabitable. On peut tenter de les habiter, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait tous avec nos familles, etc. Pourquoi est-ce que ça semble d'un seul coup, si vous voulez, quelque chose d'indicible? Mais je sais bien que ça n'a pas cette espèce d'aura, de beauté, de séduction que peuvent avoir les luttes dont vous parlez. C'est quelque chose, évidemment, les émeutes urbaines, c'est quelque chose de laid et de médiocre, j'en conviens tout à fait. Mais ça existe aussi. Et la parole que je donne, c'est une parole qui vient de là. Elle n'est pas réjouissante, elle n'est pas tissée des belles couleurs que vous voudriez mettre dans votre langage, mais ça existe.